Et si la véritable menace à la paix n'était pas la violence, mais l'hypocrisie? La rupture récente du cessez-le-feu à Gaza n'est pas un simple accident, ni une fatalité de la guerre. C'est l'aboutissement logique d'un système bâti sur le double discours et la manipulation. Un système qui s'est répété tant de fois que l'on connaît le scénario avant même que le rideau ne se lève. Penser que ce n'est qu'un épisode de plus dans une longue série de conflits sanglants, c'est ignorer les mécanismes invisibles, les intérêts inavoués, les stratagèmes qui orchestrent chaque nouvelle escalade. Prenons un exemple historique. Lors de la guerre du Vietnam, combien de cessez-le-feu ont été signés, puis rompus, souvent pour servir les calculs politiques de Washington ou de Hanoï? À chaque fois, les annonces de paix n'ont été qu'une vitrine, masquant la poursuite de la guerre sous d'autres formes, tout comme aujourd'hui à Gaza. Depuis des semaines, on nous promet un retour au calme. Mais ce calme n'a jamais existé. Il n'était qu'une illusion soigneusement entretenue. Derrière chaque déclaration rassurante, les tensions s'exacerbaient, invisibles, mais prêtes à exploser. Ce schéma se retrouve à d'autres époques, comme lors de la guerre de Bosnie, où les accords de Dayton promettèrent la paix, alors que sur le terrain, les groupes armés se préparaient déjà à reprendre les hostilités dès que l'attention internationale faiblirait. Benjamin Netanyahou n'agit pas seul. Son geste n'est pas une impulsion, mais une manœuvre méthodique pour consolider son image de chef implacable auprès de son électorat. Mais à quel coût? Chaque missile lancé fissure un peu plus la légitimité morale d'Israël, ébranle la confiance internationale et creuse l'abîme entre justice et vérité. Ce n'est pas sans rappeler la stratégie de Margaret Thatcher pendant la guerre des Malouines, où chaque action militaire servait aussi à renforcer un pouvoir vacillant sur le plan intérieur. Le sang versé n'est qu'un aspect du prix à payer. Il y a aussi le coût symbolique, celui des illusions perdues, et le prix politique d'une paix désormais hors d'atteinte. Accepter sans broncher le récit officiel, c'est transformer notre compassion en arme de propagande. Un exemple frappant est la guerre d'Irak, où le récit des armes de destruction massive a été utilisé pour justifier l'injustifiable, et où la paix promise s'est révélée être une illusion meurtrière. Fermer les yeux, c'est permettre à la domination de se draper dans le langage de la sécurité. C'est aussi réduire la résistance à un cri désespéré d'une population piégée dans l'injustice. Refuser de questionner, c'est risquer la complicité, même de loin. Cette logique a été à l'œuvre tout au long du XXe siècle, de l'Afrique du Sud de l'apartheid à la répression des printemps arabes. Alors, sommes-nous prêts à affronter la réalité derrière le rideau des communiqués, ou préférons-nous l'illusion rassurante d'un monde en noir et blanc? Cette question, posée à chaque génération, ressurgit avec plus de force à chaque crise. Derrière cette illusion de simplicité se cachent des intérêts économiques et politiques puissants. Pour comprendre ce qui se joue vraiment, il faut oser regarder au-delà des discours officiels. L'histoire du conflit israélo-palestinien est jalonnée de promesses non tenues, d'accords sur lesquels on revient dès qu'ils ne servent plus les intérêts immédiats des puissants. Combien de fois rejoue-t-on la même scène au Moyen-Orient, comme si le script était gravé dans la pierre? À chaque flambée de violence, un mot revient, épuisé. Cessez le feu. Derrière sa façade rassurante, ce terme n'est souvent qu'une diversion, un voile jeté sur l'impuissance ou la complicité des puissants. C'est le même stratagème qu'on a observé lors de la guerre de Corée, où l'armistice n'a jamais débouché sur une paix réelle, mais sur une militarisation permanente de la péninsule. Les cessez-le-feu ne sont pas des solutions, mais des pauses calculées. Elles servent rarement à bâtir la paix. Elles offrent juste le temps de recharger les armes, de redessiner les lignes, de manipuler le récit. À chaque trêve, les forces en présence peaufinent leur stratégie, sous couvert de vouloir épargner des vies, alors que la tension couve déjà sous la cendre. On l'a vu en Syrie, où les zones de désescalade ont souvent précédé de nouvelles offensives. Les dirigeants israéliens maîtrisent le jeu du double langage. Ils invoquent la sécurité nationale, la nécessité de riposter à la moindre attaque. Mais derrière ce discours, c'est une logique de contrôle et d'expansion qui opère, inlassablement. Le cessez-le-feu devient une carte jouée pour avancer masquée, jamais pour désamorcer durablement le conflit.
Rappelons-nous de la politique de colonisation. Chaque période de calme apparent est exploitée pour avancer sur le terrain, grignoter un peu plus le territoire palestinien, tout en proclamant l'attachement à la paix. Face à cela, l'Occident parade son impartialité. On applaudit dès qu'une trêve est signée, on se félicite publiquement d'une pause dans les hostilités. Mais dans l'ombre, on continue de livrer des armes, de garantir des alliances, de fermer les yeux sur les violations. Derrière les grands mots de paix, la réalité est celle d'un soutien logistique et politique constant. On se souvient, par exemple, du soutien indéfectible des États-Unis à Israël après la guerre du Kippour, alors même que des résolutions de l'ONU exigeaient l'arrêt des hostilités. À chaque nouvel acte, le spectacle reprend. Médias en boucle, chancelleries en liesse, population soulagée pour quelques heures. Pendant ce temps, les belligérants, eux, se préparent déjà à la prochaine salve. Ce cycle, répété à l'infini, engourdit les consciences et installe l'idée funeste que la guerre est la norme, que la paix n'est qu'un slogan creux. En Irlande du Nord, avant les accords du Vendredi Saint, les multiples cessez-le-feu n'ont fait que préparer le terrain à de nouveaux affrontements. Refuser de voir cette mascarade, c'est accepter d'être complice. Croire à ces solutions superficielles, c'est se condamner à regarder le même drame, sans jamais en changer le dénouement. Ce refus, chez certains, devient colère, puis résistance. Car lorsque la duplicité éclate au grand jour, elle ne laisse derrière elle qu'un champ fertile pour la radicalisation et l'organisation de la contestation. On a vu émerger des mouvements comme Black Lives Matter ou les Gilets jaunes, nés du refus de l'hypocrisie institutionnelle et du sentiment d'être trahi par les discours officiels. Ce terrain miné, où la parole officielle ne convainc plus, voit naître une force nouvelle, celle de ceux qui refusent d'être dupes et qui exigent, enfin, que justice et vérité reprennent le dessus. Mais pourquoi ce cycle semble-t-il indestructible, et qui a vraiment intérêt à ce qu'il se perpétue? Pour le comprendre, il faut regarder au-delà des discours et sonder les fondations mêmes du système. Penchons-nous sur l'exemple du complexe militaro-industriel américain, qui profite de chaque conflit pour vendre des armes, financer des lobbies et maintenir une économie de guerre permanente, peu importe le coût humain. Quand survivre devient l'unique horizon, la résistance prend une signification brûlante. À Gaza, la riposte du Hamas n'est pas seulement une manœuvre militaire. Elle incarne la colère accumulée par des décennies de blocus, d'occupation et de négation de la dignité palestinienne. Chaque missile lancé est bien plus qu'une arme. C'est un cri désespéré contre une paix fantomatique, promise mais jamais vécue. Rappelons que durant la Seconde Guerre mondiale, la résistance française, elle aussi, était qualifiée de terroriste par l'occupant, alors qu'elle était l'expression d'un peuple privé de liberté. Depuis plus de 16 années, Gaza est broyée sous un siège implacable. Les enfants grandissent derrière des murs, privés d'avenir et de rêves. Ici, la résistance devient le seul langage audible quand parler ne suffit plus à traduire l'humiliation. Les témoignages de jeunes Gazaouis qui n'ont jamais vu la mer alors qu'ils vivent à quelques kilomètres de la côte illustrent la violence quotidienne de l'enfermement. L'Occident, prompt à exiger la non-violence, occulte souvent une vérité. La paix ne s'impose pas par décret ni par la force du discours. Tant que justice, reconstruction et reconnaissance de la souffrance manquent cruellement, réclamer le silence des opprimés revient à nier leur humanité même. Demander la patience à ceux dont l'existence est niée, c'est détourner le regard de la source réelle du désespoir. Nelson Mandela lui-même avait souligné que l'oppression crée les conditions de la révolte. Face à l'une des armées les plus puissantes de la planète, la résistance palestinienne s'accroche à une détermination farouche. Ce rapport de force inégale ne décourage pas, il dévoile au contraire la fragilité du modèle sécuritaire israélien. Plus la répression s'abat, plus l'illusion de contrôle se fissure. Chaque attaque, chaque riposte, expose le coût humain d'une paix imposée, un coût largement porté par les innocents. Rappelons-nous que lors de l'intifada, des milliers de civils, dont de nombreux enfants, ont payé le prix fort. Mais la compréhension de la résistance dépend du regard. Vécue à Gaza, elle est acte de survie. Vue de loin, elle se réduit souvent à des chiffres, à des images lointaines, à des analyses froides.
ce fossé d'empathie alimente l'incompréhension et les jugements hâtifs. Les études sociologiques montrent que plus la distance est grande, plus l'indifférence s'installe, rendant les victimes anonymes et la souffrance abstraite. Ignorer la racine du désespoir, c'est condamner le conflit à s'envenimer, nourrir l'extrémisme et fermer la porte à toute paix réelle. Tant que la cause de la résistance ne sera pas reconnue, chaque cessez-le-feu restera une parenthèse fragile, prête à s'effondrer sous le poids de l'injustice persistante. C'est ce qu'a démontré l'échec du processus d'Oslo, où les négociations n'ont jamais abordé les causes profondes de la souffrance palestinienne. Mais derrière ces dynamiques, un autre enjeu se dessine. La manipulation du récit et la manière dont l'opinion publique mondiale est guidée, souvent loin de la réalité des faits. Qui profite vraiment de cette confusion organisée? Quand les mots masquent plus qu'ils ne révèlent, à qui sert la neutralité? Cette question traverse les débats alors que la diplomatie occidentale s'enlise dans ses propres contradictions. Les puissances, au lieu de choisir une position éthique, préfèrent un langage d'équilibre fin, où oppresseurs et opprimés sont placés sur un pied d'égalité. Ce discours, soigneusement édulcoré, ne protège pas la paix, mais bien l'ordre établi. Cette stratégie fut également utilisée lors du génocide du Rwanda, où l'inaction fut justifiée par une prétendue neutralité internationale. Chaque mot compte. Le choix du vocabulaire transforme la domination en dialogue, et chaque violation du droit international devient un simple incident à déplorer. Ce lexique aseptisé offre un abri à l'injustice, tout en donnant à l'inaction une apparence de sagesse prudente. Ainsi, parler de frappe chirurgicale ou de dommages collatéraux permet de déshumaniser les victimes et d'atténuer la gravité des actes commis. Les médias occidentaux jouent à leur partition. Par leurs images, par leurs titres, ils orientent l'émotion publique, sculptent la perception de la légitimité et atténuent la gravité des faits selon les intérêts géopolitiques du moment. Leur traitement n'est jamais neutre. Il façonne l'opinion. Il justifie l'attente. Il rend invisibles les souffrances. Rappelons l'exemple de la couverture de la guerre de Tchétchénie, où la souffrance des populations civiles a été systématiquement minimisée. Le terme « terrorisme » devient un instrument, manié pour disqualifier toute contestation, tandis que la violence de l'État s'habille de nécessité sécuritaire. Cette instrumentalisation du langage absout les puissants de toute responsabilité morale et criminalise ceux qui résistent à l'ordre imposé. On retrouve cette manipulation dans la façon dont le mouvement des droits civiques aux États-Unis a longtemps été qualifié de subversif ou d'extrémiste. Mais la façade craque. Une jeunesse mondiale, connectée, informée, ne se contente plus de ces récits verrouillés. Par les réseaux sociaux, les mouvements étudiants et la création artistique, le débat moral s'invite hors des institutions traditionnelles et prend racine dans l'espace numérique. Ces nouveaux canaux brisent le monopole des élites sur la vérité et rendent visibles les voix longtemps ignorées. On l'a vu lors du printemps arabe, où Facebook et Twitter ont permis de contourner la censure et de mobiliser les masses. Aujourd'hui, la révolte morale gronde sur tous les continents. Elle n'est plus réservée à quelques cercles militants. Elle s'exprime dans les rues, les lycées, les forums, les studios. L'indignation devient collective et impossible à étouffer. Les images démentent les communiqués, les témoignages brisent le silence, et chaque manipulation alimente la défiance. Les manifestations en soutien à la Palestine, de Paris à Jakarta, montrent la portée universelle de cette indignation. Quand la parole officielle se délite, c'est notre capacité même à distinguer le vrai du faux qui vacille. Dans cette brume, ce sont nos valeurs, notre engagement citoyen et notre pouvoir d'exiger une justice universelle qui sont menacés. Car à force d'enrober la vérité de discours creux, le système international se condamne à perdre toute légitimité. C'est ce qui s'est produit lors de la guerre en ex-Yougoslavie, où le déni international a permis des atrocités comme le massacre de Srebrenica. Ce moment de crise est aussi une bascule. Partout, les voix dissidentes s'organisent, se relaient et réinventent le sens du mot « agir » face à l'injustice. Prenons l'exemple des ONG qui, malgré l'hostilité des pouvoirs en place, continuent de documenter les violations des droits humains et d'alerter l'opinion publique.
Le réveil moral ne se fait pas sans risque, ni sans opposition. Mais il pose une question cruciale. Jusqu'où laisserons-nous le langage servir l'injustice? Sommes-nous prêts à remettre en cause la version dominante, à démasquer les faux semblants, à choisir l'engagement là où le confort du silence nous tente? Ne pas choisir, c'est déjà prendre parti. Face à l'injustice, l'indifférence n'est jamais neutre. Elle devient un consentement silencieux, une abdication offerte aux puissants. L'ordre imposé par la violence prospère sur ce silence. L'histoire de la Shoah nous enseigne que le silence des témoins, des voisins, des nations, a permis l'horreur. Se scandaliser en ligne ne suffit plus. Il faut transformer la colère en actes concrets. Chercher des informations auprès de médias indépendants, participer à des rassemblements, soutenir par des dons ou du temps les associations engagées, interpeller nos représentants pour qu'ils rendent des comptes. Chacun de nos gestes, même minimes, brise le cercle de la passivité. Par exemple, le boycott des produits issus des colonies illégales peut avoir un impact économique significatif. Devant les discours officiels, aiguisons notre esprit critique. Les mots employés pour justifier la répression, sécurité, riposte, lutte contre le terrorisme, servent trop souvent à dissimuler des violences et une volonté de domination. Remettons en cause ces récits, déconstruisons-les, refusons de banaliser la brutalité sous des formules rassurantes. S'informer via des plateformes comme Bellingcat ou Amnesty International permet de confronter les versions officielles à des enquêtes indépendantes. Nous devons exiger des gouvernants qu'ils agissent selon les valeurs qu'ils affichent. Accepter l'écart entre leurs paroles et leurs actes, c'est normaliser l'hypocrisie. Réclamons des explications précises sur la vente d'armes, l'aide diplomatique, le soutien politique à ceux qui bafouent gravement les droits humains. En France, interroger les députés sur leur vote à l'Assemblée nationale est déjà une façon de briser l'omerta. La solidarité internationale n'est pas un luxe, c'est une obligation morale. Écoutons et amplifions les voix du Sud global, ceux et celles qui vivent l'oppression au quotidien. Les soutenir, c'est défendre une justice universelle qui dépasse nos frontières. Participer à des campagnes menées par des organisations comme Médecins sans frontières ou le Comité international de la Croix-Rouge permet d'apporter une aide concrète. Comprenons que défendre la justice là-bas protège notre humanité ici. Fermer les yeux, c'est laisser rouiller nos ressorts moraux. L'impuissance n'est pas une fatalité. Chaque démarche, même modeste, redonne du sens et de la force face à l'indifférence organisée. Les grandes avancées, comme l'abolition de l'apartheid, ont commencé par des gestes individuels, répétés, persistants. Car la résignation face à l'hypocrisie condamne chacun à l'impuissance, tandis que l'action, même fragile, même incomplète, restaure la dignité et ouvre la voie au changement. Le boycott, la désobéissance civile et la pression diplomatique ont prouvé leur efficacité dans des contextes aussi variés que l'Inde de Gandhi ou l'Amérique de Martin Luther King. Mais agir, ce n'est pas seulement une question de principe, c'est aussi une nécessité pour préserver notre capacité à discerner le vrai du faux. Face à l'instrumentalisation des mots et des émotions, comment rester lucide et ne pas se laisser manipuler? Voici quelques étapes concrètes. Multiplier les sources d'information, confronter les points de vue, refuser les raccourcis médiatiques, s'informer auprès de journalistes sur le terrain, écouter les voix locales, lire les rapports d'observateurs internationaux, prendre le temps de vérifier les faits, de remonter aux causes et de ne pas se contenter de l'émotion immédiate. Le silence d'aujourd'hui pave la route à la complicité de demain. Ce fut le cas lors du génocide au Darfour, où l'absence de réaction internationale a permis la poursuite des massacres. L'histoire est un avertissement. Chaque fois que nous taisons nos doutes, la peur et l'habitude dictent notre rôle d'allié passif face à l'oppression. La rupture du cessez-le-feu à Gaza n'est pas une simple parenthèse tragique. Elle nous met face à l'évidence. Détourner le regard ou invoquer la paix pour tolérer l'injustice, c'est sacrifier à la fois la paix et la justice. Ce dilemme moral a traversé le siècle, du Rwanda au Timor oriental, du Cambodge à la Syrie. Ce n'est pas une menace lointaine. Ce sont notre crédibilité, notre aptitude à distinguer la vérité du mensonge, qui vacille. Les pays muets aujourd'hui sèment les graines des désastres de demain. L'histoire l'a gravé. Le silence nourrit les dérives les plus sombres.
La conférence d'Évian, où tant de nations ont refusé d'accueillir les réfugiés juifs, reste une tâche indélébile sur la conscience universelle. Il faut choisir la lucidité, refuser la version imposée, questionner ce qui se cache derrière les slogans de sécurité et d'ordre. Gaza n'est pas un drame lointain, c'est le miroir de nos propres valeurs, de nos contradictions. C'est notre capacité à nous indigner, à agir, à ne pas laisser l'histoire se répéter. La responsabilité ne se limite pas à applaudir ou condamner selon les vents. Elle exige d'exiger une justice authentique, de s'informer, de dénoncer. Se taire, c'est céder la plume à d'autres. C'est laisser nos idéaux être tordus par des intérêts cyniques. Comme l'a montré le combat pour le droit de vote des femmes, l'inaction n'est jamais neutre, elle prolonge l'injustice. Aucune paix ne résiste sans lucidité et engagement, individuel comme collectif. Refuser la complicité silencieuse, c'est rendre force à la vérité. C'est empêcher l'injustice de devenir la règle. Ce choix, nul ne peut s'y soustraire, ici et maintenant. L'exemple de la lutte contre l'apartheid, où chaque citoyen du monde a pu participer à la mobilisation, montre que la force du nombre fait plier les systèmes les plus arrogants. Car tolérer l'injustice au nom de la paix, c'est s'exposer à tout perdre. Ne laissons ni la peur ni la lassitude étouffer nos voix. Faisons de notre vigilance une arme, de notre indignation le point de départ de l'action. L'avenir s'écrit aujourd'hui.